Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser le film Hold Up, un film qui se veut être un documentaire sur la crise sanitaire de la Covid-19. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis étudiant infirmier anesthésiste et infirmier en réanimation, en pédiatrie pendant la première vague et chez l'adulte pour la deuxième vague. J'ai regardé les 2h40 du documentaire, j'ai lu des dizaines d'articles pour les confronter entre eux, et aujourd'hui je peux vous proposer cette analyse la plus factuelle possible. Mon but n'est absolument pas de dire que je détiens la vérité absolue, je vais simplement partir de ce que je vois sur le terrain, de ce que disent les études qui ont été menées, et de là où on est actuellement, et comparer à ce qui a été dit dans le documentaire. Et avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous parler de la construction du documentaire. 2h40, c'est long. Et il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a énormément d'informations à l'intérieur. Et vous allez vite comprendre que c'est pas innocent si on nous balance autant de choses à la fois. Pendant pratiquement 1h20, on alterne des plans au drone avec une musique un peu dramatique, des chiffres balancés dans tous les sens, des interviews de personnes qui se veulent être des spécialistes, d'ailleurs on insiste bien sur les noms, on parle des professeurs, on parle des médecins, on parle d'anthropologues, bref, de prix Nobel, on avance les gros titres de ces personnes-là pour mettre en avant leurs propos. C'est le principe de tout documentaire, jusqu'à là, rien d'anormal. Pendant 1h20 à peu près, le producteur déroule des faits, qui se veulent être des faits sur lesquels il va construire petit à petit une théorie. Au bout d'1h20, le producteur commence à émettre des doutes à partir de tous les faits qu'il se veut être vrais, qui ont été déroulés pendant 1h20, pour construire sa théorie, qui pour le coup va être complètement complotiste, parce que je vous spoil la fin, il va jusqu'à dire que le virus a été synthétisé dans des laboratoires, et que c'est un plan mondial qui a été prévu depuis des années. J'avais envie de faire cette critique avant d'avoir regardé le documentaire, et une fois que j'ai vu le documentaire, je me suis dit qu'il était complètement nécessaire qu'on fasse cette critique, parce que ce documentaire est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Et tout simplement parce qu'une personne qui n'est pas dans la santé, pendant 1h20, va entendre des faits. Qu'il va penser, si personne ne va contredire ces faits, que c'est la vérité. Et effectivement, si 100% des faits qui sont énumérés dans ce documentaire étaient vrais, on pourrait se poser des questions. Mais on va tout de suite voir ensemble qu'il n'en est absolument rien. Et je peux vous garantir que au moins 70% du contenu de ce documentaire est complètement faux. On va reprendre point par point les choses que j'ai repérées et qui ont été repérées par d'autres personnes que moi. Vers les 8 minutes 19, ils sortent la première courbe de l'INSEE. Ça a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Où il montre qu'il y a eu un pic de décès entre le 15 mars et le 15 avril 2020, alors que c'est en plein confinement et que ce pic n'aurait pas dû avoir lieu. C'est très facile de sortir des graphiques et de ne pas expliquer le contexte. Les décès liés au Covid-19 sont forcément en décalage par rapport au pic de contamination. Et le pic de contamination a baissé avec le confinement, mais il faut un délai pour voir cette pente s'arrondir. Et les décès, c'est encore plus loin. Une personne qui est atteinte par le Covid-19 ne va très rarement décéder tout de suite. Il va être pris en charge en réanimation, on va tenter des choses et il va décéder si on atteint la limite des thérapeutiques à distance. Donc c'est normal que ce pic ait lieu un petit peu en décalage par rapport au début du confinement. C'est tout simple. Vers les 8 minutes 04, on commence à parler des tests PCR qui auraient plein de faux négatifs, voire une majorité si on en croit les intervenants. Sauf que les 1,5% de taux de positivité pendant l'été, même si ça avait été que des faux négatifs, ça expliquerait pas pourquoi c'est monté à 20% dans les mois qui ont suivi, même si c'était que des faux négatifs. Et puis il suffit de corréler ces chiffres avec le nombre d'hospitalisations et on voit qu'il y a un décalage par rapport à avril et novembre. Il y a plus d'hospitalisations en novembre qu'en avril. Il y a eu plus de cas en novembre qu'en avril. Ils avancent également que le gouvernement français a manipulé les chiffres parce qu'il y a eu plus de cas en France que dans d'autres pays européens, ce qui est très facile à vérifier, et là aussi c'est complètement faux, et c'est même grotesque qu'ils avancent un tel argument. Autour des 10 minutes 50, ils vont bien évidemment prendre l'exemple d'un pays qui ne s'est pas confiné, comme la Suède, un exemple qui a été très utilisé par les sceptiques du confinement. Par exemple, le taux de mortalité est de 58,4 pour 100 000 habitants en Suède, alors qu'il est de 46,6 pour 100 000 habitants en France. Vers les 10 minutes 50, ils nous disent que les courbes au 15 octobre sont rassurantes. Elles sont rassurantes sur le nombre de morts, mais certainement pas sur le nombre de cas positifs. Là encore, ils confondent les deux, parce que sur le nombre de morts, il y a forcément, encore une fois, un décalage avec le nombre de cas positifs. Et quand le nombre de cas positifs est exponentiel, on peut s'attendre à une hausse énorme du nombre de morts par la suite. À 11 minutes 30, on a une dermatologue qui prend la parole et qui nous parle des masques, qui n'est visiblement pas du tout sa spécialité. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur, puisque c'est même marqué sur la boîte.
que ça ne protège pas des infections. On voit souvent des jeunes. Ce qui est logique. Le but d'un masque chirurgical n'est pas de protéger contre les infections, mais d'empêcher une personne qui est infectée de contaminer les autres. C'est les masques FFP2 qui permettent d'empêcher d'être contaminé. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les masques, et ça a été expliqué en long, en large et en travers sur les réseaux. Dans le même temps, cette personne va dire que les masques augmentent la contamination par les champignons, etc. parce qu'il y a stagnation. C'est pour ça qu'on précise que les masques chirurgicaux doivent être changés tous les 4 heures, et les masques en tissu doivent être lavés. Pour que de la pourrissure, donc que des champignons apparaissent sur un masque, faut vraiment le laisser dans un endroit humide et pas y toucher pendant je sais pas combien de temps. C'est complètement tiré par les cheveux. Vers les 20 minutes 15, ils interviewent un père et sa fille qui est cas contact, et ils disent que le cas contact est un nouveau mot ajouté au dictionnaire et que c'est ficher les personnes que de dire que c'est une personne en cas contact. Ils demandent si la jeune fille est symptomatique, elle ne l'est pas. Ils soulèvent la question pourquoi on rend le test obligatoire. Tout simplement pour casser la chaîne de contamination. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour se rendre compte de la logique de la chose. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas symptomatique qu'on n'est pas porteur du virus et qu'on n'est pas un vecteur potentiel pour participer à la propagation. Donc le test systématique en cas de cas contact, c'est justement une des meilleurs moyens pour stopper la propagation et éliminer, isoler les clusters. C'est la meilleure stratégie qui a été d'ailleurs utilisée par l'Allemagne. L'Allemagne est très régulièrement citée dans le documentaire. C'est la stratégie utilisée en Allemagne. Autour des 21 minutes, on a pour la première fois le mot conspiration qui arrive dans le documentaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui en parlent au bout d'une vingtaine de minutes. Vers les 28 minutes 30, notre cher anthropologue nous dit que les virus mutent et s'essoufflent. Les virus mutent, oui, s'essoufflent, pas encore. Et ça se voit dans les réanimations. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter un service de réanimation si vous avez le moindre doute. Vers les 29 minutes, nous avons ceci. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague. Ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Bien évidemment, ce documentaire a été filmé bien avant ce qui se passe maintenant. Et donc, il disait à ce moment-là qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Il me semble que nous sommes en plein dedans. Et pourtant, c'est une grosse vérité qu'ils veulent mettre dans leur documentaire et qui est complètement fausse. On est dans une deuxième vague qui est pire que la première. Croyez-en, ce que je vois tous les jours sur le terrain. Tout le long du documentaire, ils vont beaucoup comparer la crise du Covid-19 avec H1N1, la grippe H1N1 ne s'est révélée ne pas être si mortelle que ça, mais là, le Covid, on a bien la preuve qu'il est mortel, et ça, c'est une grosse différence, et donc toujours vouloir comparer avec la grippe H1N1, pour moi, ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens pour beaucoup d'épidémiologistes. C'est comme si vous compariez deux virus qui n'ont absolument pas la même incidence sur les personnes. C'est ridicule. C'est juste se servir d'un fiasco, parce que oui, la gestion de la H1N1 en 2009 a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de rapports au niveau de l'OMS, etc., qui ont été controversés, parce que on a pris des mesures qui étaient énormes pour pas grand-chose, mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut absolument pas comparer la grippe H1N1 avec le Covid-19. À la 34e minute, on a un monsieur très énervé qui nous dit que les médecins qui imposent les masques aux gens qui ne sont pas malades sont des gens foutres. Je ne sais pas qui est ce médecin pour se positionner aussi haut par rapport aux autres, mais encore une fois, on parle de personnes saines, mais qui peuvent être contaminées par le Covid-19 et le refiler au petit papy de 85 ans ou à la personne de 60 ans avec plein de facteurs de risque et qui se retrouvent sur le ventre en réanimation. Je vous rappelle que 20 à 50% des contaminés sont asymptomatiques, mais contagieux. D'où la stratégie du port du masque obligatoire. À 38 minutes 34, nous avons de nouveau cette gynécologue qui va parler de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas du tout. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de recompter des morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Pour quelle raison, là aussi ? Instruction de l'OMS, etc. Ce qui est complètement faux. Je vous montrerai le rapport de l'OMS en lien dans la description. Je vais passer très rapidement sur le débat avec l'hydroxychloroquine parce qu'on va encore me dire que professeur Raoult est professeur et que moi je ne suis qu'infirmier, mais je ne vais me baser encore une fois que sur des revues scientifiques. Il y a eu beaucoup de débats, du débat éthique, du débat plein de choses autour de l'hydrochloroquine, mais aujourd'hui il y a des études solides qui ont été sorties et qui montrent que l'hydrochloroquine n'est pas efficace, tout simplement. Au-delà d'être dangereuse ou non, ça ne marche pas. Des études sont sorties, encore une fois je vous le mettrai en lien dans la description. Aujourd'hui ce qui marche, et dont on ne parle pas le documentaire, c'est la dexaméthasone, un médicament qui est peu coûteux. Ah, bah oui, ça brise un petit peu toute la théorie autour de Big Pharma. La dexaméthasone ne coûte absolument rien, comme
l'hydrochloroquine. On peut la donner par la bouche comme en intraveineux. Visiblement, on a des bons résultats avec, et il y a des grosses études qui sont en train d'être menées là-dessus. Donc pas de bol pour la séquence émotion. Non, il n'y a pas de complot avec Big Pharma autour de l'hydrochloroquine qui ne coûterait pas assez cher et qui ne serait pas assez profitable pour les grands laboratoires. Bien évidemment, le documentaire vante les propos du professeur Raoult, mais ne raconte pas toutes les conneries qu'il a pu dire et qui ont été prouvées aujourd'hui. Je sais plus à quel moment c'est dans le film, on en vient à l'hypothèse que le Covid a été créé dans des laboratoires et qu'il aurait été créé à partir d'une souche de coronavirus. Par qui il a été fabriqué ? Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. C'est une rumeur qui avait déjà eu lieu pendant la première vague et qui avait été saisie par les renseignements américains qui avaient prouvé, en analysant le génome, parce qu'on connaît le génome du Covid-19, et c'est très facile pour les scientifiques de voir s'il y a des brins qui ont été synthétisés ou non, et non, ce n'est pas le cas, c'est bien un virus complètement naturel, et on ne connaît pas encore tout à fait la chaîne de propagation, peut-être le pangolin, peut-être autre chose. Je me demandais si dans le documentaire ils allaient oser parler du Rivotril, et je n'ai bien évidemment pas été déçu. Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique qui a eu lieu en avril 2020 et qui est relayée dans le documentaire par ce cher pharmacien Serge Rader. Donc là, non seulement on ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement. Pour lui, l'autorisation de la vente du Rivotril injectable par les officines, les pharmacies, est une voie vers l'euthanasie. Porte ouverte vers l'euthanasie, une facilité pour achever les personnes âgées. Il le dit lui-même, non seulement on n'a pas amené les personnes âgées atteintes du Covid présentes dans les EHPAD en réanimation, mais en plus on leur a apporté la seringue de Rivotril pour les achever. Effectivement, le 28 mars 2020, un décret gouvernemental est publié autorisant la vente par les pharmacies de Rivotril injectable. Mais son administration est extrêmement encadrée puisque le Rivotril injectable est utilisé pour des personnes qui sont en décompensation respiratoire sévère suite à une atteinte par le Covid-19 et lorsqu'il a été décidé de ne pas les admettre en réanimation et qu'une limitation des soins a été actée. La limitation des soins, c'est quelque chose qui existe depuis bien avant le Covid, c'est quelque chose d'éthique qui est légiféré par des lois, qui est utilisé pour d'autres pathologies que le Covid-19. Et donc, le Rivotril n'est pas du tout un moyen pour achever les personnes âgées, mais pour les soulager et les accompagner, comme on le fait dans les soins palliatifs. Donc, ce monsieur est peut-être contre la loi Leonetti sur la sédation pour accompagner les personnes sans les euthanasier. L'euthanasie est interdite en France. Mais en tout cas, c'est honteux de comparer cette utilisation du Rivotril pour soulager les personnes à une euthanasie. Tout en sachant que le Rivotril a été décidé pour des personnes où il n'y aura pas d'entrée en réanimation. Et ça arrive très régulièrement que des personnes âgées ne soient pas admises en réanimation, tout simplement parce qu'il y a trop peu d'espoir que pourrait représenter une hospitalisation en réanimation, et tout simplement pour ne pas tomber dans l'acharnement thérapeutique qui serait extrêmement délétère sur le plan éthique. Puisque ce monsieur parle d'éthique, amener une personne âgée de 90 ans qui est dans un EHPAD jusqu'à un service de réanimation, il aurait toute chance de se surinfecter et de décéder de façon beaucoup plus violente que s'il était accompagné au sein d'un EHPAD. Voilà. Il nous parle également d'un brevet qui aurait été déposé en 2015 concernant les tests pour détecter le Covid-19. Vu que ça date de 2015, ça appuie leur théorie comme quoi le Covid-19 serait quelque chose qui est largement anticipé et prévu depuis des années. Il y a effectivement un brevet qui a été déposé en 2015, mais les propos ont bien évidemment été complètement déformés dans le documentaire. Il s'agit d'un brevet déposé le 13 octobre 2015 aux États-Unis par Richard Rothschild, et il est question dedans de système d'analyse de données biométriques. À aucun moment, dans le brevet déposé en 2015, il n'est question du SARS-CoV-2. Par contre, Monsieur Rothschild a eu le droit d'ajouter des choses à son brevet, comme c'est prévu par la loi aux États-Unis, et le 17 mai 2020, il ajoute l'intitulé System for Testing for COVID-19. Donc là, oui, il y a bien un lien avec la pandémie actuelle, mais au niveau temporel, vous voyez que ça correspond. Cette rumeur est née juste à cause d'une confusion de dates dans le brevet. En effet, la date prioritaire, celle qui apparaît en premier, est celle du 13 octobre 2015, et on voit juste en dessous la date d'ajout où a été ajoutée la notion du Covid-19, qui est bien celle du 17 mai 2020. Voilà. Je pourrais prendre plein d'autres exemples, mais cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je pense que déjà elle va être assez longue comme ça. Comme je vous l'ai dit au début, pendant 1h20, ils essaient de poser une base de faits. Ils partent du principe que ce sont des faits qui sont vérifiés. Mais en creusant pas longtemps, on se rend vite compte que ces faits sont complètement erronés. Le problème, c'est qu'ils construisent leur théorie sur cette base. Et si on fie sur cette base, si on détruit cette base, leur théorie s'effondre. Plusieurs fois dans le documentaire, ils font allusion aux heures les plus sombres de l'histoire, faisant référence aux nazis et à la Seconde Guerre mondiale. Mais ils se perdent dans leur propre jeu
jeu parce que ce film est une propagande digne des heures les plus sombres de notre histoire. Et c'est pour ça que je traite de ce sujet, c'est parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. La crise du Covid-19 soulève des questions. J'en parle avec des personnes quand je croise dans la rue, j'en parle avec mes proches qui ne sont pas forcément dans le monde du soin. Oui, le gouvernement a fait plein de choses qui ont été délétères, a eu une communication qui a été nulle à chier, la communication mondiale entre le gouvernement et la population a été extrêmement délétère et c'est pour ça que les complotistes ont pu prendre un petit peu de pouvoir et prendre de l'importance sur les réseaux. Donc oui, bien évidemment, il y a plein d'incohérences dans ce qu'ils ont fait et ils ont joué au con en faisant ça, très clairement. Comme je l'ai précisé dans ma vidéo sur les masques d'ailleurs. Et ce qui me gêne énormément dans ce documentaire, c'est que ceux qui ont réalisé ce documentaire savent que plein de personnes ont des questions. Et ce documentaire, c'est du pain béni pour ceux qui se posent des questions et pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du soin. Ils se présentent comme étant des experts, comme ayant la vérité vraie, donc les personnes qui se posent des questions, bah là ils vont trouver toutes les réponses à leurs questions dans la première heure 20, où ils déballent plein d'informations d'un coup, et après ils vont pouvoir s'imbiber de la théorie complotiste qui est bien et largement avancée, comme quoi par exemple le Covid-19 a été créé en laboratoire. Et c'est dangereux et ça me fait peur parce que à l'heure actuelle on n'a pas besoin de ça en fait, on n'a pas besoin de ça. Moi je vous parle de la réalité du terrain que j'ai connu en pédiatrie pendant la première vague, en adulte pendant la deuxième vague. La deuxième vague, elle est bien là, on le voit tous les jours, je le vois tous les jours en réanimation. Et ce confinement était nécessaire, c'est ce confinement qui nous a permis de respirer après la première vague, et je défie quiconque de venir dans les services de réanimation et de me dire en me regardant droit dans les yeux que le confinement n'a pas aidé pour la première vague. J'essaie à travers cette vidéo de vous montrer qu'il ne faut pas gober toutes les réponses qu'ils vous donnent. Elles sont belles les réponses, elles paraissent simples, effectivement ça répond à plein d'incohérences, mais c'est pas vrai pour autant. Alors je suis désolé, je vais peut-être vous soulever d'autres questions, mais il ne faut pas prendre la première réponse venue, et c'est parce que ce documentaire ce serait la facilité. Heureusement qu'il se fait censurer parce que j'ai peur de ce que peut faire ce documentaire dans l'esprit des gens qui effectivement en ont marre du confinement. Ça, je peux l'entendre. Bien évidemment, le documentaire, quand on écoute le documentaire, bah, tout est faux, et le confinement ne sert à rien. Alors, s'il vous plaît, attendez encore un peu avant de déconfiner. J'espère que cette vidéo aura pu servir à certaines personnes. Je sais que je vais m'attirer la foudre de beaucoup d'autres. J'ai vraiment essayé d'être le plus neutre possible, de regarder ces 2h40 de documentaire, ça a été très très long, et de rester le plus factuel possible, de croiser des articles que j'ai lus et que vous trouverez en lien de cette vidéo pour que vous puissiez aller les voir de vous-même. Je tiens à être complètement transparent avec ça, je m'appuie sur des choses qui sont solides pour tenir cette argumentation. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!